coup bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va discuter un petit peu sur comment choisir sa levure en tant que Brassam. L'idée ça va être de faire ça un petit peu en plusieurs fois. Je vais commencer par une petite présentation assez rapide juste sur la levure sèche, comment ça fonctionne, d'où ça vient, quelle diversité il y a et un petit peu parler de sur quoi on peut jouer mais vraiment en quelques secondes et après on échangera un peu plus du coup avec nos invités aujourd'hui. Du coup Alice qui a le site de vente Mottler Hops, qui est brasseuse en amateur depuis quand même pas mal de temps, depuis 2017, qui va nous donner un petit peu son point de vue de comment est-ce qu'elle réfléchit ses recettes, comment elle plante la levure dedans. Et Fabien aussi du coup qui a le très fameux, on peut le dire, site Univers Bière et qui est brasseur amateur quand même depuis quelques années, qui va aussi nous donner son point de vue et puis on échangera un petit peu là-dessus. Voilà. Tout d'abord, pour faire ça assez rapidement, la levure sèche active chez Fermentis. En fait, nous, du coup, Fermentis, c'est une filiale du groupe Le Save qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est levure de brasserie, distillerie, un petit peu dans les levures de vin. On va parler un petit peu plus de tout ce qui est diversité aromatique dans les souches de levure. Parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, alors en général, je sais qu'en Brassam, il y a beaucoup de gens qui aiment bien jouer, qui aiment bien changer de levure, mais j'en connais aussi qui me disent, ah non, moi je prends la même à chaque fois, parce que c'est ma base, etc., etc. Mais en fait, il y a quand même une certaine diversité. La question, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre diversité génétique, diversité aromatique? Pour aller assez vite là-dessus, et sans vous embêter trop longtemps avec ce genre de slide un petit peu épais, l'idée c'est de dire qu'en fait, les levures de brasserie, il y en a deux grandes familles, les Saccharomyces cerevisiae et les Saccharomyces pastorianus, qui sont différentes. L'idée, en fait, c'est qu'elles, génétiquement, il y a plein de levures en fait, qui se ressemblent, et pourtant qui, en termes de résultats, en termes de goût, vont avoir des goûts totalement différents. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'étendue de ce qui est possible, et en général, les fabricants de levures, on essaie de choisir des choses qui vont un petit peu partout pour avoir de la diversité. Pour reprendre les bases, pour ceux qui sont pas forcément à fond là-dedans, en brasserie, on considère qu'il y a deux grandes familles de levures, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça. On a d'un côté les Saccharomyces pastorianus, donc qui sont des levures qui sont utilisées pour les bières type lager, qui sont des levures en général qui fermentent à des températures plus basses traditionnellement. Je dis bien traditionnellement parce que du coup, en fait, ça dépend un petit peu desquelles et comment est-ce qu'on les utilise. En général, on en met un petit peu plus dans les brassins, parce que justement, on fermente à des températures plus basses. Historiquement, on disait fermentation basse pour elles et fermentation haute pour les levures de ale, parce qu'en fait, les levures de fermentation basse vont très rapidement tomber au bas. Les levures de fermentation haute, traditionnellement, c'est pas forcément le cas, vont en fait, pendant la fermentation, se balader sur le dessus du fermenteur. Ça dépend vraiment des souches. C'est des souches, celles-ci, plutôt pour faire des ale, tout ce qui est IPA par exemple, des stouts, etc., et qui travaillent à des températures de fermentation un petit peu plus chaudes. Maintenant, entre ces deux familles, en fait, quand on regarde bien, ce qui est intéressant, c'est que y a quand même une diversité aromatique qui est super grande. Alors, ça, en fait, c'est une représentation que des collègues de la R&D ont fait chez nous. L'idée, c'est qu'ils vont prendre ils vont fabriquer un mou de bière qui fait donc 15 plateaux. Pour ceux qui ne sont pas trop dans le monde brassicole, 15 plateaux à la louche, ça doit faire quoi, 5,5 après fermentation, 5,5, 6. Ça dépend des souches, ça dépend de plein de choses, mais ça vous donne une idée générale de ce qui se passe. Donc l'idée, c'est qu'ils ont brassé une bière type et ils ont comparé, en fait, fait de l'analyse sensorielle sur toutes ces souches pour voir est-ce qu'il y avait des différences, etc., etc. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que, par exemple, ça va être nos souches de ale. Elles peuvent être plus ou moins fruitées, elles peuvent être très 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 neutres ou extrêmement fruitées. Nos souches de lager dans l'ensemble sont assez neutres, mais des fois elles peuvent être un peu plus fruitées, un petit peu plus florales. Il y a aussi des souches qui sont capables de donner des notes un petit peu épicées. Et ça, en fait, quand on fait sa recette de bière, on peut se caler sur un style, mais on peut aussi réfléchir sur qu'est-ce que moi j'ai envie, où est-ce que j'ai envie d'aller et utiliser ça comme un outil. Donc je veux faire une bière qui est très fruitée, je vais prendre 256. Ça c'est un exemple au hasard, c'est une souche qui est faite plutôt pour les levures, les triples, mais voilà. Donc voilà, grosso modo, l'idée c'est vraiment de dire qu'il y a une grosse diversité aromatique et qu'on peut faire plein de choses différentes, même dans des familles un peu similaires. Je vais prendre deux exemples qui sont intéressants, parce que c'est un peu de levure classique.
que sont du coup chez nous ce qu'on appelle la BE256, donc une souche qui est plutôt à la base des fortes notes de banane. C'est une souche qui fait voilà, pour des triples, des Belgian Ale, ce genre de choses. Et la W3470, qui est une autre souche, elle de lager dans son coin, qui elle est plutôt une souche neutre, donc pour faire des pils, cold IPA, un petit peu tout ce qu'on veut. Parce que voilà, ce que je vous disais, c'est qu'il y a une diversité sur le plan génétique, mais aussi une diversité dans l'utilisation de la levure, et c'est ça qui va rendre le jeu intéressant. En fait, on peut faire, selon comment on utilise une souche, elle va s'exprimer d'une manière plus ou moins différente. Et je vais prendre du coup l'exemple de ces deux souches-là pour donner un petit exemple. Typiquement, par exemple, BE256, du coup, c'est une souche. En fait, on a fait des tests. On a un gros labo d'analyse sensorielle et aussi de GCMS, etc., où on fait des analyses. En fait, l'idée, c'est de prendre une levure. On la teste dans plein de manières différentes, des densités plus hautes, des densités plus basses, des températures plus hautes, des températures plus basses, des ensemencements plus hauts, etc., etc. Et on voit en fait qu'est-ce qui va vraiment avoir un effet. Parce qu'en fait, dans la littérature, il y a énormément de grandes règles, mais qui en fait dépendent vraiment de la souche. Typiquement, voilà, BE256, donc souche bien un peu belge et autres, on s'est rendu compte de quoi dans les choses, moi, pour moi, les plus importantes, c'est que plus on a de température, plus on a une expression, en tout cas, du côté alcooleux et dans une certaine mesure du côté banane. Mais en revanche, en fait, ce qui va le plus influer sur le côté banane, c'est en fait la densité initiale, donc le taux de sucre que vous avez dans votre mou avant la fermentation, qui va surtout influer. Et c'est là qu'en fait vous allez pouvoir jouer avec votre levure en disant bah voilà, moi je veux plus de banane, moins de banane, bah, je fais une bière, j'essaie de faire une bière plus ou moins forte, etc., etc. Donc ça c'est un exemple comme un autre. Un deuxième pour 3470 et qui est intéressant, c'est qu'en fait ça c'est une souche voilà, de lager. Historiquement, comme je disais, les souches de lager, c'est des souches qui s'utilisent à 12, 14 degrés Celsius, donc assez froides. On pourrait se dire que du coup, si on les utilise à des températures plus hautes, ça a plus de goût. Dans la littérature, ça dit même que voilà, plus on est chaud, plus la levure s'exprime, etc. Dans une certaine mesure, en fait, là, ils ont fait une analyse de cette souche-là, en la testant à plein de températures différentes. Ils se sont rendus compte qu'à des températures plus hautes, s'il n'y avait que la fermentation qui allait plus vite. La fermenter à 18 ou 20 degrés, ça faisait juste que ça allait plus vite, ça donnait pas plus de goût en soi. Là, ce qui donnait plus de goût, c'est la densité, donc le taux de sucre initial. Et ce qui est un petit peu intéressant parce que c'est un petit peu contre-intuitif, entre guillemets. Donc voilà, tout ça pour dire que typiquement, voilà, même si nous, on a créé une map de nos différentes souches pour les représenter, en fait, dans la réalité, selon la manière dont vous utilisez votre levure, vous allez pouvoir avoir des goûts différents, la pousser sur des styles différents et en fait la réutiliser dans plusieurs sens. Je reprends 3470, c'est une souche qui marche très bien pour des pils à l'allemande traditionnelles, comme pour une cold IPA, comme c'est super neutre, ça laisse s'exprimer le houblon, on peut fermenter à des températures assez hautes, comme pour un peu d'autres styles, bon là même si c'est plus des styles allemands. Donc voilà. Maintenant je pense qu'on va pouvoir échanger un petit peu plus entre autres. Fabien, Alice, vous, comment est-ce que en général vous réfléchissez vos choix de levure quand vous faites une bière? Est-ce que à la base c'est juste le goût? Est-ce que vous vous basez sur un style? Est-ce que voilà, sur quoi est-ce que vous partez en général? Bonjour. Bonjour. Moi, comme disait Enguerrand, j'ai une chaîne YouTube. Donc c'est vrai que de base, en fait, pour choisir ma levure, je vais avoir deux facteurs que je vais devoir prendre en compte. Déjà, donc cette chaîne YouTube, c'est-à-dire que je vais beaucoup chercher les nouvelles tendances, ce genre de choses, essayer de trouver des recettes plus originales ou un ingrédient qui va essayer de faire ressortir ma recette. Donc j'ai ce côté-là, et ensuite j'ai un deuxième facteur qui est que j'ai une boutique en ligne où je vends des ingrédients. Donc là, pareil, je vais avoir envie de tester certains produits pour pas simplement me baser sur la fiche technique du fournisseur, on va dire. Et vraiment, moi, j'aime bien l'idée d'expérimenter moi-même mes produits. Donc ça, c'est vraiment deux facteurs qui vont être importants pour moi. Après, bien sûr, on va avoir aussi l'environnement dans lequel on brasse. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai commencé à brasser, donc, comme tu disais, Enguerrand, j'ai commencé à brasser en 2017. Et à ce moment-là, je vivais au Mexique, donc dans un pays très chaud, où on a une moyenne de température à l'année entre 30 et 35 degrés.
Et bon, ça je ne savais pas en commençant à brasser, mais j'ai commencé avec, justement avec Fermentis, avec un petit sachet de levure US05. Et à 30-35 degrés, on n'a pas des super résultats. Donc voilà, c'est vrai que la température aussi, elle va vraiment rentrer en compte dans le choix de la levure qu'on va utiliser. Après, on peut avoir aussi au niveau des fermenteurs. Moi, je suis vraiment... au niveau de ça, je suis vraiment en brasseur amateur, c'est-à-dire que je travaille alors, principalement avec des seaux en plastique. Ça fonctionne très bien, j'ai de très bonnes bières avec ça. Mais aussi, je peux avoir, par exemple, j'ai un ami qui m'a prêté un fermenteur grain phaser chauffant. Donc là où on peut quand même pousser les températures de façon assez élevée, où là on va pouvoir vraiment travailler avec des levures, par exemple, de type Gweik. Donc les levures Gweik, en très gros, c'est des levures qui vont travailler à des températures très élevées de fermentation et donc elles vont travailler très vite. Donc voilà, c'est ces différents facteurs qui vont me pousser à décider quelle levure je vais choisir. Après, je vais partir par exemple au niveau du style vraiment que je veux brasser. Je vais vraiment plutôt m'intéresser au départ sur je vais aller voir le guide BJCP. Le guide BJCP, c'est vraiment un guide qui va répertorier tous les styles de bières qui existent, enfin, en tout cas les principaux. Et là, on a vraiment les lignes directrices qui vont nous dire, qui vont nous décrire en fait le style, quels ingrédients on peut utiliser, avoir des suggestions, ce genre de choses. Et de là, ensuite, je vais vraiment partir sur ce que me dit le guide de BJCP, et ensuite partir sur des recherches un peu plus poussées sur des sites que je trouve intéressants sur Internet, des sites qui vont vraiment m'apporter plus d'infos sur les styles que je veux brasser. En fait. Et toi, Fabien, en général, tu pars plutôt sur quoi ? Alors, principalement, c'est quand même à la base le style, ce que je raisonne comme ça, c'est le style de bière que je brasse. Et aussi le profil de bière que je veux obtenir par rapport à ce style. Je brasse une IPA, je veux une levure qui est quand même assez neutre et qui va plutôt laisser la part belle au houblon. Donc je vais regarder déjà dans les profils de bière de levure qui sont couramment utilisés pour réaliser ces styles de bière, que ce soit en sèche ou en liquide aussi. J'ai pu expérimenter pendant quelques temps des levures liquides et ça fait aussi des chouettes résultats. Ça permet là encore plus d'arriver à un profil ou vraiment à quelque chose de très ciblé en termes d'arôme. Ce qu'on voit en termes de variété aromatique et ce qui est disponible en liquide par rapport au sèche, c'est quand même bien plus vaste. Après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais si on veut vraiment avoir quelque chose de précis dans un style donné, la levure liquide a quand même de beaux atouts. Donc ouais, je regarde aussi ça, un peu ce qui est dispo en levure. Après, maintenant, les connaissances, je pense, sont un peu évoluées aussi par rapport à la levure. Et il y a eu l'apparition, la grosse mode des levures Quake depuis quelques temps, effectivement, qui permettent quand même de brasser dans de bonnes... quand on a de mauvaises conditions de fermentation, on va dire, de sortir des trucs pas trop mal. Je vais parler un peu de mon expérience, mais avant, j'habitais en appart, j'avais... comme Alice racontait, des seaux plastiques, fermenteurs plastiques comme beaucoup de brassam, et j'étais beaucoup dépendant de la température de l'appart en fait. Et elle évolue vachement au fur et à mesure de la saison, même en période hivernale ou automnale, il peut faire vite trop chaud en fait. Donc premier conseil à donner déjà, c'est réguler la température de fermentation. Comme l'a expliqué Enguerrand, certaines levures, il suffit de bouger de quelques degrés et le profil il n'a rien à voir. Donc effectivement, ça déjà, premier point, c'est le contrôle de la fermentation. Et maintenant, depuis que j'ai la régulation de température, je peux brasser, on va dire, presque toute l'année les styles que je veux et j'arrive, je trouve, à mieux gérer les profils aromatiques des bières comme ça aussi. C'est vrai que c'est un gros sujet. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de brasseurs amateurs qui aiment bien, qui après certains veulent devenir pro, etc. Et c'est vrai que la question de la gestion de la température en brasseur amateur et surtout pour la partie fermentation. Moi, j'ai été brasseur amateur pendant quelques années avant de devenir pro. Et ça a toujours été un gros sujet parce que, par exemple, quand on veut présenter après une bière, que ce soit pour son boss parce qu'on a vu une nouvelle recette ou qu'on veut présenter, par exemple, on veut passer pro, il y a des grosses différences en termes de fermentation, c'est vrai, entre avoir son seau plastique dans une chambre ou dans la cuisine ou dans le salon et le passage sur du matériel avec
un gros fermenteur avec du glycol qui garde bien le froid, qui gère bien la température en permanence. Et c'est vrai qu'il y a quand même des jeux à avoir avec ça. Est-ce que après vous, des fois dans des levures, parce que un truc qui est intéressant, moi que j'ai découvert un petit peu plus en travaillant vraiment plus dans la levure, c'est des fois la diversité qu'on peut avoir avec certaines souches qu'on va utiliser pour des styles qui à la base n'étaient pas forcément le thème. Je sais pas si vous avez déjà eu le cas, parce qu'en fait moi régulièrement je rencontre des brasseurs. Et par exemple, on a une souche qui s'appelle la K97, qui est une souche de Kölsch. Donc à la base, c'est des bières blondes. C'est une levure de fermentation haute pour faire des bières blondes qui sont fermentées à des températures assez basses. Donc souvent, il reste du soufre, etc. Et en fait, il y a plein de brasseurs moi, que je rencontre qui me disent « Ah ouais, mais moi je l'utilise pour faire de la bière blanche parce qu'elle a un côté fruité, c'est sympa, ça change et c'est intéressant. » Est-ce que vous, des fois, vous dites « Ok, on va réfléchir de manière un petit peu indirecte ou opposée, ou est-ce qu'à chaque fois vous vous dites un style, une levure Moi justement au niveau de la K97, j'ai testé dans une levure, dans un smash avec du malt Redix de Best Malt. Je ne sais pas si vous connaissez ce malt, c'est un malt de base qui va donner une couleur rouge à la bière. Donc, vraiment très intéressant à travailler parce qu'il va avoir aussi une texture, en tout cas combiné avec la K97, il va donner une texture assez veloutée à la bière et on va avoir, je pense que cette levure elle est intéressante aussi à ce niveau-là, c'est qu'elle donne vraiment une mousse mais incroyable sur les bières. On a presque, en tout cas combiné avec ce malt-là, j'avais vraiment eu un peu comme de la chantilly, c'était vraiment une mousse très épaisse. Et pourquoi tu avais choisi cette souche pour cette... parce que là-bas c'était quoi? C'était une Red Ale ou c'était un... en fait c'était vraiment un smash, donc juste pour dire de tester ce malt et cette levure. Et je trouve que c'était vraiment un combo gagnant entre les deux que j'ai vraiment beaucoup aimé. Intéressant. Moi je reste quand même un peu plus tradi sur les choix de levure par rapport au style. Donc ce que j'ai pu faire dernièrement pour tester, c'est les Gveik sur des profils IPA. Si on veut ressortir un profil aromatique sur les agrumes ou choses comme ça, fermentation à 35-40 degrés, ça donne aussi un résultat sympa, ça travaille super vite aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de brasseries qui utilisent ces levures maintenant couramment sur ces profils-là. Après, ça peut donner aussi un goût un peu, pas uniforme, mais un peu, à force, on l'a et on peut s'en lasser. Donc je pense que voilà, il y a des choses comme ça à essayer. J'ai déjà aussi pas mal fait des bières de blé, on va dire, mais pas avec des profils typés vraiment belges ou allemands, mais à la US 05 pour avoir quelque chose de neutre. Et derrière, jouer avec des houblons pour faire quelque chose de plus sur le houblon, plus sur des saveurs qu'ils peuvent apporter, quoi, sur les variétés américaines notamment. Donc, ouais. Il y a souvent une grosse thématique dans la construction des recettes entre... moi, je vois ça comme un peu en cuisine où des fois, c'est soit on fait de la corse à l'inverse ou alors on fait du ton sur ton. Sur les choix de levure, moi j'ai l'impression que souvent, soit on prend une levure neutre et après on construit par-dessus avec ses maltes, soit avec ses houblons, soit on part sur une levure qui est déjà, par exemple, moi je sais avec les levures pour faire des bières assez houblonnées, qui sont très fruitées et qui vont être capables d'aller pousser dans le même sens et de renforcer un petit peu le goût général. D'où aussi vraiment l'idée d'expérimenter. Moi par exemple, ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire un brassin, je brasse vraiment 20 litres, donc vraiment des petits brassins. Et ce que j'adore faire, c'est diviser mon brassin en 2 fermenteurs et tester justement 2 levures différentes. Alors soit 2 levures qui sont orientées vers le même style et qui vont, pour vraiment voir les différences au niveau de l'atténuation, de la flocculation, mais aussi par exemple deux levures qui sont pas du tout destinées au même style de bière. Par exemple, il y a quelques années, j'ai fait une bière au seigle et je trouvais après avoir checké le guide BJCP, j'avais vu qu'au niveau de la liste de grains que j'avais commencé à construire, ça pouvait correspondre à une pale ale au seigle, mais aussi un petit peu à une saison au seigle. Donc j'avais testé avec 2 levures différentes et j'ai eu vraiment 2 bières complètement différentes. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir ça, que la levure au final c'est elle vraiment qui va donner le dernier mot à la bière, c'est elle qui fait la bière au final. Je suis d'accord. Oui. Est-ce qu'il y a des questions ici de brasseurs amateurs qui voudraient dire quelque chose par rapport à ça, ou qui auraient des questions par rapport à peut-être de la technique ou des choses comme ça
sur ces thématiques-là, parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de sujets qui se développent, soit sur la biotransformation, le rapport entre... Voilà. Biotransformation, ça c'est un grand mot qu'on utilise un petit peu partout, parce que ça peut être levure avec le houblon, mais en fait il y a aussi des échanges qui se font avec le malt. Il peut y en avoir qui se font même, alors ça c'est un petit peu niche, mais avec les fruits. Par exemple, pour la petite histoire, il y a certaines souches de Brettanomyces, donc qui font des bières un peu funky, qui sont capables de faire des échanges avec les noyaux des cerises pour donner des notes un petit peu d'amande. Voilà, c'est un petit truc. Donc en fait, voilà, c'était plus... c'est intéressant. Je trouve qu'en fait, il y a énormément de choses à faire avec la levure. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup de recherches sur beaucoup de thématiques, de transformation typiquement. Il y a certains échanges, on les comprend, il y en a d'autres. Il y a des articles qui sortent. Tout le monde n'est pas d'accord sur exactement qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui fait pas la différence. Et je pense qu'il y a des belles choses à faire. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou est-ce que... Pour l'instant, ça va. S'il y a des questions ou autres. Mais... je voulais juste savoir si c'est possible, enfin si ça a déjà été fait de mettre plusieurs levures dans une seule bière. Les mélanges, oui. Ouais, justement, ouais, je peux en parler un peu, j'en ai déjà fait. Oui, c'est possible. C'est possible, ça marche bien. Tu peux faire, pour résumer rapidement, deux façons différentes. Soit tu mets les deux levures en co-pitching en anglais, quoi, vraiment en même temps, au début. Au hasard, là, on est chez Fermentis, le mélange S33 des 58, il marche bien. Tu fais du profil belge, donc tu vas te faire du épicé et du floral, je crois. Ouais, en gros, à l'époque, c'était le bon combo. C'était l'époque très belge, enfin, beaucoup de styles belges, quoi, la grosse mode. On jouait beaucoup avec ces mélanges-là de levure. Et depuis, il y a la BE 256 qui a l'air d'être un peu entre les deux, non, ou maintenant enfin... En fait, c'est que BE 256, c'est une souche qui est faite vraiment pour faire de la belge pure. Ça fait beaucoup d'ester, beaucoup de bananes, note un peu alcooleuse, mais ça va pas faire le côté phénolique. D'accord. Le côté épicé que tu as dans la T58. Donc okay. C'est là où S33, T58, nous on n'a pas fait d'études sur les mélanges encore, parce qu'on essaie déjà de comprendre qu'est-ce que chaque souche fait dans son coin. Et après peut-être dans un second temps regarder, mais je sais que ça c'est un truc qui se fait, qu'on voit beaucoup sur les forums, et même que certains brasseurs en pro utilisent. Il y a ça, et il y a donc la deuxième étape, deuxième manière de faire, c'est une première fermentation Saccaro avec une levure Saccharomyces profil, on va dire celui que tu veux, et en seconde fermentation ajouter une Brettanomyces. Ça marche bien aussi sur des saisons, par exemple, c'est chouette à faire. Faire une saison brettée, ça se fait très bien. Si tu as deux fermenteurs, tu sépares, tu testes. Bon, pour la brette, il faudra attendre quelques mois pour le résultat, mais c'est chouette à faire. Et sinon, il y a tout ce qui est avec les lactobacilles aussi. Donc là, ce sera plutôt une acidification à faire en première fermentation, et après une levure Saccaro. C'est très sympa aussi à faire. Ouais, donc deux Saccaro en même temps, pour des bières très fortes, où on pourrait mettre une première levure pour avoir les arômes en début de fermentation, et une seconde levure beaucoup plus atténuante, comme la fermentation sera presque finie. On n'aura pas les faux goûts qu'elle pourrait amener, par exemple avec des levures très atténuantes qui existent en liquide. Je ne vais pas donner non, mais une diversité, ça se bricole bien. Ouais, t'as déjà essayé, ouais. Ouais, pour les barlets ou les grosses densités, ouais, intéressant. Ouais. J'ai jamais testé ça, mais je note l'idée, ouais. Merci. Bon, bah donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de notre petite table ronde, entre guillemets. N'hésitez pas si certains veulent venir discuter, j'ai aussi des décapsuleurs. Ah ça, je vois plein de sourires là, tout de suite. Ah. Non, donc voilà, bah écoute... Alexis Fabien, merci d'être venu pour échanger. C'était un plaisir. Et puis je pense qu'on va se recroiser sur d'autres salons, festivals ou des choses comme ça. Oui, merci Enguerrand, merci à toutes et à tous. Merci d'être venu. Merci.